que le Conseil national numérique vient de sortir et qui a été piloté par Anthony Babkin, que je salue. Voilà. Donc l'économie du numérique, bah, vous le savez mieux que nous, hein, c'est d'abord une économie à la croissance exponentielle. On parle de 2 millions d'emplois créés par l'économie numérique depuis 10 ans et à peu près autant, 1 750 000, attendus dans les 10 prochaines années dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Qui dit croissance de l'emploi dit recherche constante de talent. Et on parle de 80 000 emplois qui sont non pourvus chaque année dans le numérique, faute de profils formés. Et plus largement, à l'échelle européenne, on parle de 90 millions de professionnels qui ont un vrai besoin de formation en compétences numériques donc en Europe. Mais une fois qu'on a dit ça, tout de suite il faut pondérer par le fait que quand on parle d'économie numérique, ben, on parle aussi de fortes inégalités sociales et territoriales. Tout le monde connaît le chiffre de 20% de Français, soit quand même 13 millions de nos concitoyens qui se considèrent comme illettrés. Même si je cite ce chiffre parce qu'il est important à avoir en tête, mais nous, notre sujet, c'est pas la lutte contre l'électronisme, c'est vraiment l'inclusion professionnelle. Même si les deux sont évidemment liés. Autre chiffre intéressant, un tiers des offres d'emploi dans le numérique le sont en Île-de-France, alors que normalement, pour le reste, c'est 20%. Donc on voit qu'il y a un effet d'attractivité supérieure des métropoles dans les métiers du numérique, et ça c'est un enjeu clé. Il n'y a pas que les métropoles. L'attrait pour la recherche d'emploi dans le numérique est 30% plus faible dans les quartiers prioritaires de la ville qu'ailleurs en France. Et d'ailleurs pour les femmes, elles sont 5 fois moins enclines à chercher un métier dans le numérique, un emploi dans le numérique quand elles viennent des quartiers prioritaires de la ville que quand elles n'en viennent pas. 5 fois moins. Voilà. Et dernier élément, évidemment, c'est l'effet peau de léopard de la carte, la carte du territoire en accès au très haut débit, dont le Covid a montré les effets totalement critiques, à la fois pour la capacité des entreprises à fonctionner et pour les citoyens à vivre. Donc, pour nous, il y a 4 enjeux clés sur cette thématique. Le premier, c'est comment se donner de la visibilité sur les effets du numérique, sur les besoins en emploi et en compétences sur les territoires, et en particulier les territoires fragilisés. Ça peut paraître totalement évident, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour le moment, les décideurs publics et privés, que ce soit au niveau national ou au niveau territorial, manquent vraiment de visibilité. Or, si on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. On a besoin de plus d'observatoires, plus de recherches, plus d'outils prospectifs, alimentés de manière collaborative par les acteurs locaux d'ailleurs, pour que les décideurs aient une vue nette de l'avenir qui se dessine. Et puissent mettre en place les bons dispositifs pour former les bonnes personnes par rapport aux besoins de demain. Et c'est d'ailleurs d'autant plus important que les choses vont vite. Comme l'a montré le Covid, le risque d'être pris de court est réel. Et les situations peuvent aussi devenir difficilement réversibles. Le numérique favorise la course à la taille, et donc le moment où vous agissez est vraiment critique par le risque d'arriver trop tard et majeur. Et donc, pour nous, vraiment renforcer la visibilité sur les besoins en emploi et en compétences sur ces sujets dans chaque territoire est essentiel. Le deuxième enjeu, c'est comment faire en sorte que le numérique développe vraiment l'activité économique et crée des emplois dans tous les territoires, et en particulier les territoires fragilisés. Le très haut débit bouleverse le rapport au territoire. L'aménagement numérique devient un élément déterminant de l'attractivité des territoires. D'ailleurs, on parle d'attractivité numérique des territoires, et elle ne se limite pas, loin s'en faut, aux questions de connectivité numérique, d'infrastructure, d'accès au réseau, qui est totalement nécessaire, mais aussi totalement insuffisant. Inversement, il ne suffit pas non plus de créer des tiers-lieux pour créer des projets de territoire qui ont un réel effet d'accélération sur le tissu et sur l'économie d'ensemble d'un territoire. Donc c'est ça la question. D'où l'idée que l'attractivité territoriale numérique repose sur des écosystèmes, sur la constitution, le renforcement de véritables filières locales qui elles-mêmes dépendent de services numériques locaux, de mise en réseau d'acteurs, de disponibilité de compétences locales, qui sont autant d'éléments qui sont très séduisants sur le papier et qui font pleinement sens, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre.
l'économie collaborative notamment, et l'industrie 4.0, les Fab Labs, les micro-usines, peuvent, et nous on y croit très fort, donner un nouveau souffle aux territoires fragilisés, mais il faut être lucide sur les conditions de succès, qui sont complexes, et donc avoir une approche très professionnelle de ces sujets. Voilà. Le troisième enjeu, c'est comment faire en sorte que le numérique permette aux gens qui sont dans les territoires fragilisés de se former plus facilement pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises dans ces territoires. Le numérique facilite le désenclavement, par exemple le désenclavement des formations, par exemple en facilitant les formations à distance. Il y a maintenant des CAP d'artisans boulangers qui sont totalement en ligne. Je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est une réalité et c'est positif parce qu'il y a des gens qui n'y avaient pas accès, et en particulier dans les territoires fragilisés. Il y a des écoles de code qui se développent un peu partout, c'est une très bonne chose. Mais la question, c'est comment viser juste. D'une part, pour toucher les publics fragiles, parce que spontanément, ce n'est pas eux qui vont être touchés par les formations numériques, et d'autre part, pour sécuriser l'adéquation aux besoins locaux. Il ne faut pas former des gens qui ensuite vont se retrouver le bec dans l'eau parce qu'il n'y a pas les débouchés sur place. Et si c'est pour les former pour qu'ils aillent travailler ailleurs, on rate la cible aussi. Voilà, on a des pistes à ce sujet, on va y revenir. Et le dernier enjeu, last but not least, c'est comment mettre le numérique au service d'un renouveau des services publics de proximité. Les pouvoirs publics doivent se servir du numérique, en particulier du sujet des données, pour offrir une multitude de services connectés capables de répondre aux nouveaux besoins et aux nouveaux usages. Et nous, on croit très fort au potentiel de renouveau des services publics de proximité, ne serait-ce que via le modèle technologique des plateformes locales, dont les pouvoirs publics peuvent s'emparer via des coopérations publiques-privées, et avec la société civile d'ailleurs. C'est pas des partenariats publics-privés classiques, mais là encore, les conditions de succès sont plus complexes qu'il n'y paraît, et donc ça demande une approche très lucide et professionnelle. Voilà, je m'arrête là pour ce très bref panorama des enjeux du sujet et je passe la parole à Claire Strid qui va vous présenter en live nos premières pistes de réflexion. Merci à tous. Donc c'était Mathias Dufour qui est le président de Hashtag le plus important. Alors, vous l'avez entendu, on réfléchit à pas mal de choses. Oula, je ne maîtrise pas bien la technologie. Voici. Donc, le think tank Hashtag le plus important est partenaire de cette journée ici à la Mêlée pour la question des tiers-lieux. Mathias vous a expliqué en fait tous les enjeux qui étaient liés à s'intéresser au numérique par rapport aux questions d'employabilité pour les personnes en difficulté, on va dire les personnes peu qualifiées, et qui sont dans ce qu'on appelle les territoires fragilisés. Les territoires fragilisés, ce sont les quartiers, les QPV qu'on trouve en ville, mais c'est aussi le monde rural. Ce ne sont pas que des maillages où on n'a pas accès à Internet, ce sont bien évidemment des endroits où on n'a pas accès forcément aux formations ou à l'emploi, comme il vous l'a expliqué. Pour revenir à certains chiffres clés, Mathias vous en a donné tout à l'heure. Nous avons par exemple celui-ci. Ici, je vous ai remis le référentiel en fait, des métiers du numérique d'après la DARES. Il faut savoir que d'un point de vue culture, encore aujourd'hui, le numérique, c'est extrêmement cloisonné. On a tous de fausses idées sur la logique du numérique. Le numérique, on pense tout de suite à des codeurs, on pense à des personnes qui font de la technique et qui font du live, mais on ne pense pas à tout le champ d'application des métiers du numérique qui existent. On a encore besoin d'acculturer beaucoup sur ce sujet-là. On a encore la caricature de l'informaticien. Et pour cause, le numérique aujourd'hui, c'est 3% seulement des emplois en France, c'est-à-dire à peu près 800 000. C'est seulement 23% de femmes dans le numérique et c'est 83% d'emplois qui demandent des diplômes. Comprenez de suite la fracture sociale dont on vous parlait tout à l'heure, que Mathias évoquait par rapport à cette réalité du numérique. Mais nous, on est convaincus qu'on peut réussir à en faire un levier de qualité par rapport à l'employabilité dans les territoires fragilisés. Donc vous avez découvert Mathias, moi c'est Claire Strid. Alors Mathias est à Paris, moi je suis ici en Occitanie, je vis dans le Tarn, pas très loin de Toulouse, et vous me connaissez souvent pour les questions de neurosciences, de diversité cognitive. J'ai eu la chance d'être ici l'année dernière pour tout ce qui était en lien avec le handicap, et en fait je me suis intéressée à la question des territoires
du numérique et des questions d'employabilité parce que c'est l'avenir en fait. Parce que tous les jeunes qu'on aide, tous les adultes en reconversion qu'on va pouvoir aider, toutes les personnes qui ont envie de faire quelque chose de concret, ça passe aussi par cette logique de territoire. J'ai appris que toutes les décisions se prenaient en logique de territoire et qu'il était important de considérer chaque acteur. Et les tiers-lieux sont un des acteurs qui peut permettre de faire évoluer les choses. Mathias vous a évoqué les 4 axes sur lesquels nous travaillons en fait au think tank. Donc tout ce travail que nous faisons, donc on est un groupe, on est 300 bénévoles sur diverses questions. Pour le groupe des territoires, on est un petit groupe à se poser les questions de qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement en fait aujourd'hui pour faire avancer les choses. Il y a la théorie d'un côté et le fait de faire bouger de l'autre. Et pour nous, ce qui nous importe, c'est ça. C'est bien beau qu'on réfléchisse, mais ce qui est important, c'est qu'on arrive concrètement à faire des choses. Donc on travaille à faire des propositions que nous présenterons au gouvernement, bien évidemment. Et ces propositions, elles suivent 4 axes, comme vous pouvez le voir ici. Donc Mathias les a évoqués tout à l'heure. Le premier axe, ce sont les enjeux et effets du numérique sur les besoins en emploi et en compétences sur les territoires, bien sûr les territoires fragilisés. Le deuxième axe, comment mettre le numérique au service du développement économique et de l'emploi dans les territoires fragilisés. Le troisième axe, comment mettre le numérique au service du développement des compétences et de l'employabilité, toujours dans les territoires fragilisés. Et le quatrième axe, qui est notre ambition, c'est mettre le numérique au service d'un renouveau des services publics de proximité. Parce que bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Donc nous avons à ce jour collecté plusieurs, nous avons interviewé des experts, nous faisons les webinaires comme Mathias vous l'a expliqué tout à l'heure, nous organisons ce fameux colloque au Sénat, nous rencontrons pas mal de personnes et nous réfléchissons ensemble et nous avons créé plusieurs propositions. Il y en a une trentaine, je vous épargne la trentaine de propositions, l'idée c'est pas de vous faire un listing, c'est plutôt d'être en interaction, d'arriver à comprendre en fait comment on peut réfléchir ensemble par rapport à ce sujet. Sur le premier axe que nous avons en fait ici, il nous paraît très important d'abord de réfléchir à donner une meilleure visibilité en matière de collecte des données pour les pouvoirs publics et les acteurs économiques, et notamment en mettant en place un observatoire national des métiers numériques et de l'inclusion professionnelle via le numérique, bien évidemment. On se rend compte, comme je vous le disais tout à l'heure, que les métiers du numérique sont peu connus encore aujourd'hui. Alors quand on est dedans, on a l'impression que c'est une évidence. Mais si vous interrogez des personnes qui ne vivent pas dans le numérique, elles ne font pas forcément le lien entre leur smartphone et une carrière potentielle. Donc première chose qui nous paraît très importante, c'est cette logique, cette installation d'un observatoire national des métiers numériques et l'inclusion professionnelle. Deuxième chose, donner une meilleure visibilité aux professionnels. Ça aussi, c'est important. Mutualiser toutes les structures d'aide et d'accompagnement pour l'entrepreneuriat. Il existe énormément d'acteurs différents en territoire sur ce sujet. Et on pourrait penser que tout le monde travaille main dans la main, mais ce n'est pas toujours aussi évident. Donc voilà, ce qu'on souhaite mettre en place de façon nationale, c'est véritablement mutualiser toutes les structures d'aide et d'accompagnement pour l'entrepreneuriat. Si on regarde ce qu'il en est pour l'autre axe, l'axe numéro 2, comment mettre le numérique au service du développement économique et de l'emploi dans les territoires fragilisés. J'aurais envie de vous citer toutes les actions, toutes les belles solidarités qu'on a vues pendant le confinement et qui nous ont fait se dire « c'est possible ». C'est possible de réussir à co-créer quelque chose ensemble en proximité. C'est possible de faire quelque chose en local, concrètement, et de ne pas être toujours dans une logique, j'allais dire, c'est possible d'être dans le circuit court. J'en perds mes mots, excusez-moi. C'est possible. On a vu toutes ces solidarités, tout ce qui était possible de faire. Des drives fermiers qui se sont organisés, des logiques de création de petites entreprises qui se sont rassemblées ensemble pour pouvoir créer quelque chose. Et on a vu que l'économie s'est maintenue coûte que coûte, malgré ce que nous avons vécu pendant le confinement. Donc c'est pour ça que notre axe 2, en fait, il s'est enrichi de cette réalité et que nos propositions visent à faire en sorte, à inciter les collectivités locales à promouvoir l'économie locale inclusive, dont l'économie circulaire, notamment par le biais de commandes publiques. On a vraiment besoin de sensibiliser les responsables d'achat en fait, de toutes les collectivités et établissements publics locaux, c'est-à-dire les écoles par exemple et autres, à consommer local, à favoriser les boucles locales. On est aussi dans cette logique de proximité. C'est très très important
de prendre en considération tout ce qui se passe autour de nous et de se dire j'ai pas besoin d'aller chercher très loin, j'ai tout ce qu'il faut sous la main en fait sur mon territoire, et même si c'est un territoire rural ou fragilisé. On peut optimiser tout ceci grâce à la logique de l'économie de la fonctionnalité. Alors l'économie de la fonctionnalité, c'est être dans une économie en fait engagée, responsable. On se rapproche de la logique de l'ESS avec la pratique une pratique plus importante de tout ce qui est système d'abonnement, système de location, partage de produits ou de machines. Bien évidemment, ça peut se faire aussi dans les tiers-lieux, ce genre de choses. Le tiers-lieu est un endroit où nous pouvons mettre en place, pratiquer davantage l'économie de la fonctionnalité. Donc ça, c'est vraiment un point très important pour nous dans ce deuxième axe, c'est de se dire on a tout ce qu'il faut sous la main. C'est un petit peu une logique d'effectuation en fait. On a tout ce qu'il faut ici. Optimisons ce que nous avons ici, faisons en sorte que les acteurs du territoire, et notamment les pouvoirs publics, se rendent compte que tout est là et qu'il suffit de donner les moyens aux actions de pouvoir avancer. Pour l'axe 3, l'axe 3, comment mettre le numérique au service du développement des compétences et de l'employabilité dans les territoires fragilisés. Là, on parle de formation. On parle d'accès à des connaissances, des compétences, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être par rapport au numérique pour des personnes qui n'y ont pas forcément accès. Quand on est, comme moi, au fin fond du Tarn, par exemple, c'est pas évident de pouvoir se former au métier du numérique. Quand on n'a pas de diplôme, bien souvent, on n'imagine même pas qu'une carrière dans le numérique est possible. Et si on n'imagine pas qu'on peut faire une carrière dans le numérique, on ne va pas dans cette logique d'employabilité. On fait beaucoup d'entretiens, je vous le disais, pour le think tank. Et j'ai interviewé dernièrement un directeur de mission locale qui m'expliquait qu'en fait, les jeunes qu'il reçoit ne se sentent absolument pas concernés par les métiers du numérique. Ça ne leur vient absolument pas à l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur a jamais dit qu'ils pouvaient faire carrière dedans. On leur a jamais expliqué qu'en fait, ils avaient déjà une appétence, des compétences pour pouvoir se développer dedans. Il y a besoin qu'on leur montre que pour eux, c'est possible. Ils s'excluent eux-mêmes, en fait, de ces parcours, alors que nous manquons cruellement de personnes. Donc nous avons besoin, là, de penser les territoires en tant qu'écosystème, de développer les outils numériques de reconnaissance de compétences comme les badges numériques, vous savez, en lien avec les open badges qu'on peut trouver dans l'éducation nationale, pour faciliter la mobilité et la transition professionnelle. Il est important que chaque compétence acquise soit vérifiable, validée et reconnue par tous. Bien évidemment, nous espérons mettre l'enseignement et la formation à la culture et aux technologies numériques au rang des disciplines fondamentales de notre système d'éducation, c'est-à-dire au même niveau que les maths, que le français ou que l'histoire géo, parce que c'est ça qui fait qu'on va pouvoir avancer et qu'on va pouvoir faire prendre conscience aux gens qu'ils sont capables. Et surtout, tous ces jeunes en fait, qui se sentent effrayés par le français justement ou par ce système scolaire encore à la traîne par rapport à tout ceci, pouvoir apprendre autrement fait aussi partie des choses qu'on a envie de mettre en place. Favoriser l'immersion professionnelle pour des durées plus longues d'une population ciblée, c'est un axe qu'on a envie de développer parce que comme je vous disais, il y a toute une population qui ne se sent pas concernée, qui ne se sent pas digne, qui ne pense pas pouvoir aller dans les métiers du numérique. C'est à nous de leur prouver qu'ils peuvent y aller. Et on sait que c'est en faisant qu'on arrive à développer des compétences, à développer de la motivation. Donc si on pouvait faire des stages beaucoup plus longs qu'une semaine en 4e, si on pouvait améliorer toute l'expérience professionnelle directement sur le terrain, nous sommes convaincus que ça permettrait d'ouvrir des voies. Nous espérons généraliser l'usage du conseil en évolution professionnelle, en faire un outil central de mobilité professionnelle vers les métiers du numérique ou d'acquisition des compétences clés face à la transformation des métiers. Là aussi, c'est un enjeu qu'on espère relever. Il y a énormément d'initiatives qui se font sur cette logique d'acquisition de compétences dans le monde du numérique. J'ai eu la chance ici, par exemple, d'accompagner le SAS des hackeuses chez Simplon, que vous connaissez bien évidemment. Le SAS des hackeuses, une promo 100% féminine pour montrer que oui, même les femmes peuvent y aller. Et là aussi, on se rend compte qu'en fait, les femmes qui viennent, même si c'est de la reconversion professionnelle, sont déjà des femmes diplômées. Donc on a besoin de pouvoir aussi toucher un autre public. Et il y a une action, il y a un projet qui existe ici aussi en Occitanie que j'aimerais pouvoir mettre en avant. C'est le projet de l'excubateur. L'excubateur, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un programme d'entrepreneuriat
de mise en avant de compétences pour les personnes en fin de peine, pour les détenus en fait. L'idée, c'est de favoriser en fait le retour à la vie normale, si je puis dire, en initiant à l'entrepreneuriat et pourquoi pas via les métiers du numérique. C'est un très beau projet qui montre qu'il est possible de travailler autrement et surtout de faire bouger les lignes, de franchir les barrières. Donc, ce qui compte en fait, que ce soit au niveau des jeunes des quartiers, que ce soit au niveau de la ruralité, au niveau des prisons, au niveau de toutes ces personnes qui ne se sentent pas concernées ou pas capables d'aller dans le numérique, c'est de leur montrer que si, c'est possible et qu'on a besoin de tout le monde et que ça, on ne pourra que le faire ensemble, en faisant bouger les lignes et en se rassemblant pour pouvoir faire en sorte que tout ceci soit gravé dans le marbre. Quatrième axe, celui sur lequel nous avons aussi beaucoup d'enjeux, mettre le numérique au service d'un renouveau des services publics de proximité. Alors, cet axe-là passe d'abord par une logique de gouvernance. Vous en entendez souvent parler, on réfléchit beaucoup au sein des entreprises et au sein des institutions à cette logique de gouvernance. Et là, en fait, notre premier axe, c'est vraiment de développer une nouvelle gouvernance des projets dans les territoires afin de rassembler les principaux acteurs, y compris les citoyens. Il y a plusieurs projets qui existent. Le tiers-lieu est déjà un exemple, j'allais dire, de gouvernance en fonction des endroits où on va. On a vu qu'il y avait des tiers-lieux qui fonctionnaient en gouvernance partagée, d'autres en gouvernance agile. On essaie d'avancer au fur et à mesure, de créer de nouvelles choses, de s'organiser autrement, tout en se disant que ça va changer le monde professionnel, ça va changer le regard sur le monde professionnel et ça va changer même le monde de l'emploi. Cette gouvernance, le fait que tous les acteurs sur un même territoire en fait, se rassemblent pour pouvoir travailler, j'allais dire, en bonne intelligence, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais il y a des personnes qui essaient de le porter. Et notamment, c'est le cas de l'Alliance Sens et Économie. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet. L'Alliance Sens et Éco, en fait, c'est une organisation qui crée des hubs territoriaux, notamment, et qui permet de rassembler sur un même territoire, notamment soit sur des friches industrielles, les différents acteurs pour pouvoir former les entreprises, les acculturer à cette logique de l'ESS et à cette gouvernance de projets partagés. Donc, c'est ce qui est innovant en fait dans tout ceci. Je peux vous donner quelques chiffres de l'Alliance pour vous donner une idée d'où ils en sont. Alors, je suis en train de les rechercher. Hop. Où sont mes notes? L'Alliance Sens et Économie, donc ils ont 5 hubs territoriaux pour l'instant. Il y a un projet en Occitanie. Il y a 4 hubs métiers. Ils ont plus de 70 000 m² de friches et de locaux vacants, notamment avec le projet de la microville 112 à Reims. Ils ont 40 organisations pluridisciplinaires et 58 réseaux connectés utilisables. C'est ça qui permet d'avancer ensemble. C'est cette logique, en fait, de fédérer tous les partenaires qui va pouvoir faire évoluer les choses dans et faire du numérique un véritable levier pour l'employabilité, pour l'évolution de monde professionnel, notamment en territoire fragilisé et pour les personnes qui sont peu diplômées. On a envie aussi d'impulser une réalité de ruralité innovante. On connaît le principe de la Smart City. Pourquoi pas faire quelque chose, j'allais dire une Smart Country, c'est-à-dire créer quelque chose au profit des territoires ruraux avec le statut de territoire de transition et d'innovation que vous connaissez, qui présente de nombreux avantages, et pas que fiscaux bien évidemment. Et puis enfin, il nous paraît très important d'ouvrir aux acteurs territoriaux les données d'intérêt général des acteurs du numérique pour développer des services de proximité pour les citoyens. Comme vous le voyez, on a plein d'idées, on a plein d'envies. On porte ça ensemble avec le think tank et on est très heureux d'être partenaire avec la Mêlée aujourd'hui pour cet événement. C'est quoi les prochaines étapes pour nous? Mathias, vous l'évoquez, notre webinaire le 9 octobre avec Luis Alguero de la Mêlée, justement, qui sera sur comment travailler autrement. Le colloque le 2 novembre au Sénat en partenariat avec le CNAM et un livre blanc dans lequel on publiera toutes nos propositions. Aujourd'hui, le think tank, hashtag le plus important, ce sont des bénévoles. On avance ensemble, on avance entre experts et on a besoin de rassembler les forces vives. Si vous avez des projets à nous partager, si vous connaissez des initiatives locales qui vont dans ce sens, qui mettent en avant les tiers-lieux dans les territoires fragilisés, qui permettent de monter en compétences, qui permettent d'améliorer les choses et d'avoir un impact sur les pouvoirs publics, surtout nos